On m'a dit que j'avais volé l'amour de mon propre père. Que 18 ans passés dans un uniforme militaire n'étaient rien de plus qu'une excuse, pour une femme qui n'était pas à la hauteur dans le monde réel. On a dit que j'avais manipulé un homme mourant pour qu'il renonce à tout ce qu'il possédait. On a mis mon nom dans le journal local, à côté de mots comme « prédatrice » et « fraudeuse ». Et l'homme qui disait tout cela, l'homme qui souriait aux caméras en le faisant, c'était mon propre frère. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que personne dans cette salle d'audience n'aurait pu imaginer, c'est que l'avocat qui se tenait en face de moi m'avait déjà rencontré, des années plus tôt, dans un endroit dont aucun de nous ne parle jamais. Je m'appelle Pej Belay. J'ai 38 ans, je suis lieutenant-colonel dans l'armée des États-Unis, et j'étais rentré de déploiement depuis exactement 6 jours quand l'huissier de justice m'a trouvé sur le parking d'une épicerie à Fayetteville, en Caroline du Nord, tenant un sac d'oranges que je n'ai jamais eu l'occasion de manger. Je me souviens du poids de l'enveloppe, plus que des mots qui y étaient inscrits. Le papier juridique a une lourdeur particulière, une raideur qui vous dit, avant même que vous l'ouvriez, que votre vie est sur le point d'être réorganisée par des gens qui n'ont jamais eu à tenir un fusil à 3 heures du matin, en se demandant si le soleil se lèverait à nouveau pour eux. J'ai posé les oranges sur le capot de ma voiture. J'ai ouvert l'enveloppe sur le champ, debout dans la chaleur, et j'ai lu le nom de mon frère, soigneusement dactylographié en haut de la page en tant que plaignant. Ethan Belay contre Pej Belay. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement lui, que rire était la seule chose qui m'empêchait de hurler sur un parking, devant des inconnus. Ethan a 46 ans. Il est le fils de mon père de son premier mariage, et je suis la fille du second, celle qui est arrivée quand Ethan avait déjà 8 ans, et déjà, à sa manière, certain que le monde lui devait quelque chose parce que sa mère était morte jeune. J'avais 13 ans quand notre père s'est remarié. J'ai été une étrangère dans cette maison dès la première nuit. Et Ethan s'est assuré que je le sache toujours. Il ne m'a jamais frappé. Il n'en a jamais eu besoin. Il avait une façon de regarder à travers moi à table, de laisser le silence faire le travail que la cruauté fait habituellement, qui m'a appris plus vite que n'importe quel sergent instructeur. Comment me faire toute petite, comment disparaître dans une pièce, comment survivre sans avoir besoin de l'approbation de personne. C'est peut-être pour ça que l'armée m'a semblé être une bouffée d'air frais. La plainte, quand je me suis finalement assise pour la lire en entier ce soir-là à la table de ma cuisine, avec un verre d'eau qui tiédissait à côté de moi, était presque impressionnante dans sa cruauté. Elle me qualifiait de « femme militaire sans éducation », comme si 18 ans de commandement, de déploiement et un diplôme de 3e cycle obtenu entre 2 rotations de combat ne comptaient pour rien, parce que je l'avais fait en bottes militaires plutôt que dans une salle de conseil. Elle disait que j'avais exploité l'état mental déclinant de mon père. Elle disait que je l'avais isolé de son fils unique. Elle disait que j'avais fait pression sur un homme mourant de 74 ans pour qu'il réécrive son testament en ma faveur. Excluant Ethan de la ferme, de la maison, du portefeuille d'investissement, et du fonds de charité que notre grand-père avait créé 60 ans plus tôt. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié, je l'ai posé sur la table, et je suis allée me coucher. Parce que c'est ce que 18 ans de service vous apprennent. On ne mène pas la bataille à minuit. On la mène quand on est reposé, quand on a les idées claires, quand les mains ne tremblent pas. 2 jours plus tard, Ethan est passé à l'émission matinale locale. J'ai regardé l'extrait sur mon téléphone le lendemain matin, mon café refroidissant dans ma main, mon pouce planant au-dessus de l'écran comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre changer ce que je savais déjà qui allait arriver. Il était assis là, dans un costume bleu trop bien ajusté pour un homme supposément en deuil, et il s'est penché vers l'animatrice avec une sincérité étudiée dans les yeux. Elle a passé sa vie en uniforme, a-t-il dit, parce qu'elle ne pouvait pas survivre dans le monde réel. L'animatrice hochait la tête. Personne dans ce studio ne lui a posé une seule question difficile. Personne n'a demandé pourquoi un homme qui avait emprunté sur les comptes de notre père à 3 reprises, qui avait vu ses projets immobiliers s'effondrer 2 fois, qui n'avait jamais pris l'avion pour rentrer quand notre père était hospitalisé pour une pneumonie il y a 2 hivers. Personne n'a demandé pourquoi cet homme-là portait l'expression d'un fils trahi. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas appelé de journaliste. Je n'ai pas appelé Ethan. J'ai laissé les choses se tasser.
J'ai laissé les gens croire ce que le reportage leur disait de croire, parce que j'ai appris quelque chose dans les zones de combat que les civils ont rarement l'occasion d'apprendre. La voix la plus forte dans une pièce est très souvent la plus effrayée. Et le silence, le vrai silence, déconcerte les gens bien plus que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Mais le silence a un coût, lui aussi. Je le voyais dans les yeux de mes voisins près de la boîte aux lettres, dans la façon dont une femme à la pharmacie a soudainement trouvé quelque chose d'urgent à faire avec son sac à main, quand elle a reconnu mon visage vu aux informations. Je les ai laissés penser que j'étais faible. Je les ai laissés penser que je n'avais pas de réponse. J'avais passé toute ma carrière à être sous-estimée par des hommes qui prenaient mon calme pour une absence de volonté. Et s'il y avait une chose que l'armée m'avait réellement donnée, c'était la patience, celle qui dure plus longtemps que n'importe qui dans une pièce. Le matin de l'audience, j'ai enfilé mon uniforme d'apparat. Non pas parce que mon avocat me l'avait dit, mais parce que je voulais entrer dans cette salle d'audience en étant exactement moi-même, sans excuse, sans adoucir un seul ruban sur ma poitrine pour le confort de qui que ce soit. La salle d'audience sentait le vieux vernis à bois et la nervosité. J'ai descendu l'allée centrale, mes bottes silencieuses sur le sol, et j'ai senti tous les yeux du public me suivre. La chaise de l'avocat d'Ethan était encore vide quand je me suis assise. Puis la porte latérale s'est ouverte, et un homme grand, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume coûteux, est entré, portant un porte-documents en cuir épais de ce que je supposais être tout ce qui était destiné à me détruire. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et il s'est passé quelque chose sur son visage que je n'oublierai jamais, la couleur qui s'en est drainée, le porte-documents glissant légèrement dans sa main, sa bouche s'ouvrant autour d'une question qu'il ne pouvait clairement pas s'empêcher de poser, même ici, même maintenant, même avec un juge à quelques pas, et mon frère qui observait de l'autre côté de l'allée. C'est vraiment vous. Je ne lui ai pas répondu. Pas à voix haute. Pas à ce moment-là, debout, avec toute la salle d'audience regardant deux étrangers se fixer comme si le sol s'était ouvert sous leurs pieds. J'ai juste soutenu son regard pendant une longue seconde, puis j'ai pris place à côté de mon propre avocat, j'ai croisé les mains comme on m'avait appris à le faire au garde à vous, et j'ai laissé la question flotter dans l'air, sans réponse. Certaines choses ne s'expliquent pas devant un public. Certaines choses, on les porte en soi jusqu'à ce que le moment soit venu. Mais son visage est resté avec moi. Il m'a ramené en arrière, de la même manière qu'une odeur ou un son peut vous faire traverser des années en un instant. Et avant même que l'huissier ait appelé la salle à l'ordre, j'étais complètement ailleurs, à 13 ans, debout dans l'embrasure d'une porte, dans une maison qui venait de devenir à moitié la mienne, et à moitié celle d'un étranger. Mon père a épousé Diane l'été de mes 13 ans. Je me souviens du mariage plus comme une collection de sensations que comme un souvenir unique. La démangeaison d'une robe que je ne voulais pas porter. L'odeur des gardénias se fanant dans la chaleur de juillet. La main de mon père, stable sur mon épaule, comme s'il comprenait, même alors, que j'avais besoin d'un point d'ancrage. Ce dont je me souviens le plus clairement, c'est Ethan, 18 ans, les bras croisés au fond de la salle de réception, regardant toute la scène comme un homme qui voit son héritage s'en aller dans une robe blanche. Il ne m'a jamais dit un mot cruel devant les adultes. Il était plus malin que ça, même jeune. Mais quand nous n'étions que tous les deux dans cette maison, il avait un don pour le silence qui pouvait vider une pièce de son air. Il me regardait à travers la table du dîner, puis détournait le regard, comme si je ne valais même pas l'effort du mépris, seulement celui du rejet. J'ai appris à manger vite. J'ai appris à disparaître avant le dessert. J'ai appris, sans que personne ne me l'enseigne directement, que l'amour dans cette maison était quelque chose de rationné, et que j'étais arrivée trop tard pour avoir ma part. Je me suis engagée la semaine après mes 18 ans. Mon père a pleuré à la gare routière, ce qui m'a surprise, car je n'avais pas su jusqu'à ce moment-là qu'il avait même remarqué que je partais. Ethan n'est pas venu. Il est resté à la maison, a dit quelque chose à propos d'une réunion d'affaires qu'il ne pouvait pas manquer. Et je me souviens avoir ressenti, même alors, un soulagement étrange et malvenu. C'était plus facile de partir sans avoir à regarder son visage indifférent. Les années qui ont suivi n'ont pas été tendres avec Ethan, bien qu'il ne les aurait jamais décrites de cette façon lui-même. Il a d'abord essayé l'immobilier,
un développement en périphérie de Charlotte qui s'est effondré avant même que les fondations ne soient coulées, et mon père a discrètement viré 40 000 $ pour couvrir les pertes, afin que la banque ne s'en prenne pas au nom de la famille. Puis il y a eu l'aventure du restaurant 2 ans plus tard, et ensuite le cabinet de conseil qui consistait, pour autant que j'ai pu comprendre, à ce qu'Ethan consulte surtout avec l'argent des autres. Chaque fois, mon père payait. Chaque fois, Diane le défendait, avec la férocité particulière d'une mère qui a décidé que les échecs de son fils ne sont que de l'ambition mal comprise. Chaque fois, personne ne me disait rien, parce que personne ne me disait jamais rien de cette maison, à moins que je ne le demande directement, et à ce moment-là, j'avais appris à ne pas demander. J'étais à l'étranger la plupart du temps pendant ces années. La Géorgie, puis l'Allemagne, puis les déploiements. Des années que je ne peux toujours pas discuter pleinement, même maintenant, des années cousues ensemble par des appels téléphoniques grésillants et des lettres qui arrivaient des semaines après avoir été écrites. Mais j'envoyais de l'argent à la maison. Non pas parce que quelqu'un me le demandait. Mais parce que quelque part en moi, sous le grade et l'entraînement, il y avait encore une fille de 13 ans, essayant de prouver qu'elle appartenait à cette famille, essayant de gagner un amour qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'être gagné. Je n'ai jamais dit à mon père de ne pas le mentionner à Ethan. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon père l'a fait de lui-même, discrètement, comme il faisait la plupart des choses qui comptaient pour lui. J'ai découvert seulement des années plus tard, grâce à un relevé bancaire qu'il avait laissé dans un vieux classeur, qu'il avait tenu un registre séparé, l'argent entrant de ma part, l'argent sortant pour couvrir les pertes d'Ethan. Une comptabilité minutieuse d'une famille qu'il essayait de maintenir unie avec des chiffres, parce que les mots ne fonctionnaient plus. Il y a une sorte de chagrin particulier à réaliser que votre père savait exactement qui vous étiez, et a choisi pendant des années de ne pas le dire à voix haute. Non pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce que m'aimer ouvertement signifiait admettre, à lui-même, à Diane et au monde entier, que le fils qu'il avait élevé depuis sa naissance était devenu quelqu'un en qui il ne pouvait plus avoir entièrement confiance. Et que la fille qu'il avait failli perdre à une vie en uniforme était devenue la seule qui se tenait encore à ses côtés. Je pense que cette prise de conscience a fini par libérer quelque chose en lui. Au cours de ces 2 dernières années, après le décès de Diane, quand il ne restait plus que 2, lui et la version d'Ethan qui revenait sans cesse chercher de l'aide, j'ai remarqué un changement dans ses lettres. Moins prudente, moins celle d'un homme protégeant une paix qui n'existait plus. Il a commencé à poser des questions sur ma carrière d'une manière qui ressemblait moins à de la conversation de salon qu'à un inventaire, comme s'il pesait tranquillement quelque chose, le retournant, se décidant. Je ne savais pas alors ce qu'il décidait. Je l'ai découvert de la même manière que le reste du monde, dans le bureau d'un avocat, dans une pièce pleine de gens qui pensaient déjà savoir comment l'histoire se terminerait. La lecture du testament a eu lieu un mardi gris d'octobre, 11 jours après que nous l'ayons enterré. Je me souviens plus de la pièce que de mon deuil cette semaine-là, une salle de conférence au 4e étage d'un cabinet d'avocats du centre-ville, du genre avec une longue table trop lustrée pour être confortable, et une vue sur un parking au lieu du ciel. Diane était décédée 2 ans plus tôt, il n'y avait donc qu'Ethan, sa femme Carole, le comptable de longue date de mon père, Monsieur Ansley, et moi, assise sur une chaise qui semblait trop petite pour le poids de ce qui allait se passer. L'avocat qui lisait le testament n'était pas encore Richard Whitmore. Ce nom ne signifiait rien pour aucun de nous cet après-midi-là. C'était un homme plus âgé nommé Foster, l'avocat de la succession de mon père depuis près de 20 ans, un homme avec des lunettes de lecture perchées bas sur son nez, et une voix qui n'a jamais faibli alors qu'il parcourait le document, ligne par ligne. La ferme me revenait. 240 acres qui appartenaient à la famille de mon père bien avant qu'Ethan ou moi n'existions. La maison où j'avais à peine vécu enfant, mais que je considérais toujours comme mon foyer chaque fois que je fermais les yeux en déploiement. La résidence principale en ville. Le portefeuille d'investissement, modeste mais non négligeable, bâti lentement sur 4 décennies par un homme qui n'a jamais fait confiance à la bourse plus loin qu'il ne pouvait l'avoir. Et le contrôle du Bailey Family Trust, le petit fonds de charité que mon grand-père avait créé, qui accordait principalement des bourses aux jeunes de notre comté qui voulaient servir. À Ethan, mon père a laissé 40 000 $ et une lettre, scellée, à ouvrir en privé. J'ai regardé le visage d'Ethan changer, de la même façon que la glace se modifie lorsqu'une fissure apparaît quelque part d'invisible et se propage avant que vous ne compreniez ce qui se passe.
Sa mâchoire s'est d'abord crispée, puis sa main, posée à plat sur la table, s'est lentement refermée pour former quelque chose qui ressemblait davantage à un poing. Carole a tendu la main vers son bras, et il l'a repoussée, non pas violemment, mais avec une sorte de mépris qui m'a dit que cette conversation avait déjà eu lieu quelque part entre eux deux. Une version de celle-ci, répétée pour exactement ce résultat. « Ce n'est pas possible, a-t-il dit. » Sa voix était calme, ce qui, d'une certaine manière, la rendait pire que des cris. « Relisez. » Monsieur Foster a relu. Rien n'a changé. Ethan s'est levé si vite que sa chaise a raclé le parquet, un son qui a semblé résonner bien plus longtemps qu'il n'aurait dû dans cette petite pièce. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années, et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas du chagrin. C'était du calcul, rapide et froid. Un homme qui avait déjà 3 coups d'avance dans un jeu auquel le reste d'entre nous ne savait pas que nous jouions. Elle lui a lavé le cerveau. Il ne s'adressait pas à moi, mais à la pièce, à Monsieur Foster, à Carole, à quiconque pourrait le répéter plus tard. Elle a été absente la moitié de sa vie. Et maintenant, elle débarque et prend tout. J'étais là, moi. J'étais là chaque semaine. Je n'ai rien dit. J'avais appris il y a longtemps que s'expliquer à quelqu'un qui a déjà décidé de l'histoire change rarement la fin. Cela ne fait que lui donner plus de matière à déformer. Je suis restée assise, les mains croisées sur la table, la même posture que j'avais tenue pendant 4 déploiements de combat et 2 briefings au Congrès, et je l'ai laissé finir. « Je vais prendre un avocat, » a-t-il dit, pointant un doigt vers moi comme si c'était une arme. Le meilleur de cette ville. On verra à quel point un juge le trouvera endoctriné. Il était parti avant que je puisse répondre. Carole le suivait, ses talons rapides et secs contre le sol, et Monsieur Foster a refermé le dossier devant lui avec un soupir doux hélas, le soupir d'un homme qui avait vu exactement cette scène se dérouler, dans exactement cette pièce, plus de fois qu'il ne voulait probablement s'en souvenir. Ethan n'a pas perdu de temps. En 1 semaine, Monsieur Ansley m'a appris qu'il avait engagé Richard Whitmore, l'avocat plaidant le plus redouté de l'État, un homme réputé pour retourner les jurys compatissants, même contre les accusés les plus sympathiques. Je me souviens avoir entendu ce nom pour la première fois et n'avoir ressenti qu'une sorte de résolution lasse s'installer dans ma poitrine. Le même sentiment que j'éprouvais avant un briefing de mission difficile. Pas de la peur, exactement, juste la reconnaissance que quelque chose de difficile approchait. Et qu'il n'y avait aucune version des prochains mois qui serait facile. Ce que personne d'entre nous ne savait, ni Ethan, ni Carole, ni même Richard Whitmore lui-même au cours de cette première semaine, avant qu'il n'ait jeté ne serait-ce qu'un regard à mon nom attaché au dossier, c'est qu'il était sur le point de passer ses soirées à se préparer à démanteler une femme qu'il avait passé des années à essayer de retrouver. Une femme envers qui il avait une dette qu'il n'avait jamais pu rembourser, parce qu'il n'avait jamais réussi à la localiser. Il a lu la plainte que son propre client avait rédigée. Il a lu les accusations, manipulation, influence indue, exploitation d'un homme âgé et vulnérable. Et quelque chose dans le langage a dû le titiller. Même alors, un instinct forgé par 30 ans de pratique judiciaire lui disait que les faits ne collaient pas tout à fait. Mais il avait un client. Il avait une affaire, et il n'avait pas encore vu mon visage. Cela viendrait plus tard, dans une salle d'audience, un matin qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Richard Whitmore avait bâti sa carrière sur un talent simple et brutal, il pouvait lire une personne avant même qu'elle ait fini sa première phrase. 31 ans dans les salles d'audience de tout l'État lui avaient donné un instinct pour le moment où l'histoire d'un témoin commençait à s'effilocher, pour la demi-seconde d'hésitation avant un mensonge, pour l'immobilité particulière de quelqu'un qui dit la vérité en sachant que personne ne le croira de toute façon. Il en était fier. C'était ce qui l'avait rendu riche, craint, ce qui poussait les avocats adverses à régler les affaires plutôt que de l'affronter devant un jury. Il est entré dans l'audience préliminaire ce matin-là avec la ferme intention de faire exactement ce pourquoi Ethan Bailey le payait. Il connaissait la plainte par cœur. Il avait une stratégie bien définie en tête. Établir l'âge et la vulnérabilité du défunt, jeter le doute sur la chronologie de la révision du testament, suggérer, doucement mais avec insistance, que l'absence d'une seule date décorée de la vie quotidienne de son père faisait d'elle une candidate peu probable pour sa confiance soudaine et totale. Ce n'était pas une affaire bâtie sur l'amour.
C'était une affaire bâtie sur une architecture, et Richard Whitmore construisait des architectures juridiques mieux que presque quiconque. Puis la porte latérale de la salle d'audience s'est ouverte, et Page Bailey est entré, portant son uniforme d'apparat, et toute la structure qu'il avait passé 2 semaines à construire dans son esprit a tout simplement cessé d'exister. Il me dira plus tard que sa première pensée ne fut pas la reconnaissance. C'était une sorte de vertige, le sentiment d'un nom et d'un visage refusant de s'aligner avec les 18 années qui s'étaient écoulées entre eux. Mais ensuite, elle a tourné la tête juste légèrement, de la façon dont elle avait dû la tourner 1000 fois en donnant des ordres dans des endroits qu'il ne pouvait qu'imaginer, et le vertige s'est transformé en une certitude si totale qu'elle a presque fait plier ses genoux. Il était de retour dans un camp, près d'une ville dont le nom, encore aujourd'hui, lui serrait la poitrine. Il était alors officier juriste, un conseiller juridique rattaché à une unité effectuant un travail qu'il n'était pas habilité à comprendre pleinement. Envoyé à l'étranger non pour se battre, mais pour s'assurer que ceux qui se battaient restaient dans les limites que la loi exigeait, même dans des endroits où les limites elles-mêmes semblaient être une cruelle plaisanterie. Sa fille Emily, âgée de 24 ans et idéaliste de la manière spécifique que seuls les jeunes de 24 ans peuvent se permettre, était là aussi, travaillant avec une organisation humanitaire qui distribuait des fournitures à un camp de réfugiés à 3 miles de sa base. Il n'avait pas voulu qu'elle soit là. Il l'avait dit plus d'une fois, lors de disputes qui se terminaient par Emily lui rappelant que son travail était de conseiller des soldats, pas de jouer au pair avec une femme adulte. L'attaque a eu lieu un mardi ordinaire, ce qui, d'une manière ou d'une autre, est le détail qui lui est resté le plus clairement en mémoire au fil des ans. Pas la violence, mais la banalité de la matinée d'avant, café, paperasse, et un SMS d'Emily avec la photo d'un enfant avec qui elle avait joué la veille. Les rapports qui sont arrivés par la suite étaient fragmentés, le genre de chaos qui rend impossible la construction d'un récit clair, même des années plus tard. Ce qu'il savait avec certitude, c'était ceci, des tirs, un convoi pris à découvert, des victimes des 2 côtés. Et quelque part au milieu de tout ça, une jeune capitaine de l'armée qui n'avait aucune raison opérationnelle d'être près de ce convoi, courant à 2 reprises à travers un terrain à découvert pour mettre des civils à l'abri. L'une de ces civils était sa fille. Il n'a pas appris le nom de la capitaine ce jour-là. Les rapports militaires dans les suites immédiates d'un tel incident sont prudents, délibérément vagues sur les détails d'identification. Et le temps qu'il pense à retrouver la soldate qui avait couru sous les tirs pour la fille d'un étranger, elle avait déjà été relevée, déjà disparue dans la vaste machinerie anonyme de l'armée, de la manière dont les soldats qui ne veulent pas être retrouvés semblent toujours y parvenir. Il a essayé. Pendant près de 2 ans après son retour aux États-Unis, il a essayé. Des lettres à des unités, des appels à des officiers des affaires publiques. Une demande par l'intermédiaire d'un collègue encore en uniforme qui lui devait une faveur. Chaque piste s'est avérée sans issue. Finalement, il s'est dit que c'était parce qu'elle ne voulait pas être retrouvée. Et il s'est forcé à respecter cela, même si respecter cela lui donnait l'impression d'avaler du verre chaque année, à l'anniversaire de l'attaque, quand Emily l'appelait juste pour lui dire qu'elle était en vie, en bonne santé, et qu'elle élevait maintenant 2 enfants dans l'Ohio. Il n'a jamais rien dit de tout cela à Ethan. Bien sûr. Il n'y avait aucune raison. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que les 2 fils de sa vie, sa gratitude envers une inconnue et son obligation envers un client payant, pourraient un jour se croiser dans une salle d'audience, un mardi matin sans histoire. Mais elle était là. Il me décrira cela plus tard comme les 30 secondes les plus étranges de sa vie professionnelle, debout devant un juge, l'avocat adverse et son propre client, tenant un porte-document rempli d'arguments conçus pour dépeindre une héroïne de guerre comme une opportuniste manipulatrice, tandis que l'héroïne de guerre en question était assise à 20 pieds de lui, et il a compris, avec une clarté totale et immédiate, qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il regardait vraiment. Il ne s'est pas retiré ce jour-là. Il voulait être honnête à ce sujet quand il m'a raconté l'histoire plus tard. Il n'a pas tout laissé tomber dans un geste cinématographique au moment où la reconnaissance l'a frappé. C'était un professionnel, et les professionnels n'abandonnent pas leurs clients sur un simple instinct, aussi puissant soit-il. Il a assisté à l'audience. Il a dit ce qu'il avait préparé. Mais cette nuit-là, seul dans son bureau, longtemps après que son personnel soit rentré chez lui, il a ressorti le dossier et a commencé à le relire, cette fois,
non pas comme un avocat montant une affaire, mais comme un homme cherchant très attentivement la vérité qu'il avait soudain besoin de connaître. Il a commencé par les emails. Ethan avait soumis un dossier de correspondance comme preuve, des messages montrant supposément William Bailey confus, agité, inquiet que Page contrôle tout, datés des 8 derniers mois de sa vie. Richard y avait jeté un coup d'œil auparavant, satisfait qu'il soutienne le récit de son client. Maintenant, en les lisant lentement, avec l'attention particulière d'un homme qui ne faisait plus confiance à la personne qui les lui avait remis, il a remarqué quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Le formatage était incorrect. Pas de manière évidente, pas d'une façon qu'un juge parcourant rapidement le dossier remarquerait, mais incorrect de la manière dont la légère suffisance d'un faussaire se trahit toujours à quelqu'un qui sait exactement quoi chercher. Les en-têtes de mai contiennent plus d'informations que la plupart des gens ne le réalisent, horodatage, routage du serveur, des métadonnées qui survivent même lorsque le texte visible a été modifié. Richard avait une consultante technique en qui il avait confiance, une femme nommée Priya, qui l'avait aidé à gagner 3 affaires impliquant des preuves numériques. Il lui a envoyé les fichiers la nuit même, avec un message de 2 lignes qui ne révélait rien. Sa réponse est revenue avant 9 heures le lendemain matin. 4 des 6 emails avaient été modifiés après leur date d'envoi originale. 2 montraient des signes d'avoir été assemblés à partir de fragments de vrais messages, recousus ensemble. Des phrases déplacées de leur contexte pour construire des phrases que William Bailey n'avait en réalité jamais écrites dans cet ordre. Richard est resté un long moment avec cette information avant d'appeler Ethan. Il n'a pas dit ce qu'il avait trouvé. Pas encore. Il a plutôt demandé d'où venaient les emails, qui avaient eu accès au vieil ordinateur de William après sa mort, si quelqu'un d'autre avait aidé à préparer la documentation pour l'affaire. Les réponses d'Ethan sont venues trop vite, trop fluides, les réponses d'un homme qui les avait répétées bien avant qu'on ne les lui pose. Richard avait contre-interrogé assez de menteurs en 31 ans pour connaître la différence entre un homme qui se souvient et un homme qui joue la comédie du souvenir. Et Ethan jouait la comédie. Les enregistrements le troublaient encore plus. Ethan avait soumis un clip audio de 4 minutes, prétendument un appel téléphonique entre William et l'assistante sociale de l'hospice, dans lequel on pouvait entendre William dire d'une voix pâteuse et confuse qu'il ne savait pas ce que Page lui faisait signer. L'analyse de Priya est revenue en 2 jours. L'audio avait été compilé à partir d'au moins 3 enregistrements distincts, montés à certains points, conçus pour être presque indétectables à l'oreille. Les mots réels de William, sur un sujet entièrement différent et sans rapport, réassemblés en une phrase qu'il n'avait jamais prononcée. Puis est venue la témoin, une femme nommée Deborah Sick, présentée comme une ancienne aide-soignante à domicile, qui prétendait avoir vu Page faire pression sur William lors d'une visite au cours de sa dernière année. Richard a appelé l'agence de placement mentionnée sur ses dossiers d'emploi. Il n'avait aucun dossier à son nom. Il a appelé le numéro qu'Ethan lui avait fourni pour elle. Il a sonné 2 fois avant de se déconnecter. Quand il l'a finalement jointe par un autre canal 3 jours plus tard, elle a admis, en hésitant, que Carol l'avait approchée dans un restaurant et lui avait offert $8 000 pour son témoignage, la cochant sur exactement quoi dire à la barre. La dernière pièce était la plus laide. Enfouie dans une boîte de documents financiers que l'assistante juridique de Richard avait demandé pour le contexte. Il y avait des documents de prêt, 3 prêts distincts que William avait accordés à Ethan au cours des 9 dernières années. Chacun soigneusement notarié. Chacun jamais remboursé, pour un total d'un peu moins de $200 000. Ethan avait dit à Richard lors de leur toute première rencontre qu'il n'avait jamais demandé un centime à leur père. Richard l'avait cru. Maintenant, il comprenait que tout ce qu'Ethan lui avait dit, depuis le début, avait été construit avec le même soin que les emails falsifiés, plausibles, soignés, et entièrement faux. Il a convoqué Ethan à son bureau un jeudi soir. Les 2 seuls, la ville s'assombrissant derrière la fenêtre du bureau de Richard. Il a disposé les documents un par un, sans élever la voix, sans jouer l'indignation, plaçant simplement les preuves sur la table comme il l'avait fait devant 1000 témoins au cours de sa carrière. Les emails sont modifiés, a-t-il dit. L'enregistrement est monté. Votre témoin a été payé pour mentir sous serment. Et vous devez $200 000 à votre père que vous ne m'avez jamais déclaré. Il a levé les yeux. Si c'est vrai, et j'ai toutes les raisons de le croire, nous en avons fini.
Je ne construirai pas une affaire sur la fraude. Ethan n'a pas nié, pas directement. C'est le détail qui est resté le plus longtemps avec Richard. Il m'a dit qu'Ethan n'a jamais dit une seule fois, ce n'est pas vrai. Il a dit d'autres choses à la place. Il a dit que Paige ne méritait pas la ferme. Il a dit que leur père n'avait jamais compris ce que cela lui avait coûté de rester, d'être le fils qui se montrait en personne tandis que Paige se cachait derrière un uniforme à l'autre bout du monde. Il a dit que la fin importait plus que les moyens, que l'équité nécessitait parfois un petit coup de pouce pour arriver là où elle était censée être. Richard a écouté tout cela sans l'interrompre. Quand Ethan a fini, Richard a refermé le dossier devant lui et a dit très calmement qu'il déposerait une requête en dessaisissement dans la semaine, et qu'Ethan ferait bien de trouver immédiatement un nouvel avocat, car quoi qu'il arrive ensuite, Richard Whitmore ne serait pas celui qui se tiendrait à ses côtés lorsque cela arriverait. Ethan a quitté son bureau cette nuit-là, toujours convaincu, selon Richard, qu'il n'avait rien fait de mal. Cette conviction ne survivrait pas très longtemps. La requête en dessaisissement a été enregistrée un lundi matin. Et lorsque la cour s'est réunie à nouveau 2 semaines plus tard, l'histoire avait déjà commencé à se répandre dans le comté, comme ces choses le font toujours dans un endroit assez petit pour que tout le monde connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je l'ai appris d'abord par Monsieur Ansley, qui m'a appelé, semblant presque euphorique, un ton que je n'avais jamais entendu chez un homme dont tout le comportement professionnel consistait en une neutralité prudente et mesurée. Il l'a laissé tomber, a dit Ansley. Whitmore a lâché Ethan comme client, là, en pleine audience. Je n'ai pas ressenti de triomphe en l'entendant. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, un peu comme le relâchement d'une respiration que je ne savais pas que je retenais depuis ce matin sur le parking, avec les oranges. J'avais passé des semaines à me préparer à un combat long et laid, du genre où la vérité avance plus lentement que l'accusation, et où les réputations sont déchiquetées bien avant que les verdicts n'arrivent. Je ne m'étais pas permis d'imaginer une fin qui viendrait si vite, ou si proprement. Quand la salle d'audience s'est de nouveau remplie, Ethan était assis seul à la table de la défense, à l'exception d'un nouvel avocat, un homme plus jeune, clairement dépassé par un dossier dont il n'avait hérité que quelques jours plus tôt, feuilletant des documents avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui essaie de construire un radeau au milieu d'une inondation. Richard était assis dans le public maintenant, pas à la table des avocats, présent uniquement en tant que témoin que le tribunal avait assigné une fois que les allégations de fraude avaient été révélées. J'ai croisé son regard une fois, brièvement, avant que le juge n'appelle la salle à l'ordre, et il m'a fait le plus petit des hochements de tête, le genre de geste qui en dit plus que n'importe quel discours. Les témoins se sont succédé ce jour-là, et chacun a ébréché un autre morceau de l'histoire qu'Ethan avait passé des mois à construire. Le médecin de mon père a témoigné en premier, parcourant avec le tribunal 18 mois de dossiers médicaux qui ne montraient aucun diagnostic de déclin cognitif, aucun médicament qui aurait altéré le jugement, rien d'autre qu'un homme de 74 ans gérant de l'arthrite et une légère hypertension avec la même clarté vive et têtue qu'il avait eue toute sa vie. Le comptable qui avait aidé mon père à restructurer son portefeuille 2 ans avant sa mort a témoigné que William avait posé des questions détaillées et informé à chaque réunion, qu'il s'était opposé aux recommandations avec lesquelles il n'était pas d'accord, qu'il avait été, selon les mots du comptable, l'un des clients les plus engagés avec qui j'ai travaillé en 20 ans. Puis est venu M. Foster, l'avocat de la succession d'origine, qui a décrit le jour où mon père était venu dans son bureau, seul, sans moi, sans personne, et avait demandé à réviser son testament. Foster a témoigné qu'il avait rencontré William à 4 reprises sur 6 semaines, qu'il avait exigé, comme il le faisait toujours avec les clients âgés, une évaluation indépendante de sa capacité avant de finaliser tout changement, et que l'évaluation était revenue sans ambiguïté. Mon père savait exactement ce qu'il faisait. Il avait expliqué son raisonnement à Foster en détail, non pas avec colère envers Ethan, a témoigné Foster, mais avec une sorte de chagrin lasse. Le chagrin d'un homme qui avait passé des années à couvrir un fils qui n'avait jamais dit merci une seule fois. Les relevés bancaires sont venus ensuite, présentés sans objection puisque le nouvel avocat d'Ethan n'avait plus de motif pour les contester. 3 prêts, 200 000 $, chaque échéancier de paiement rompu, chaque promesse non tenue. Et puis, dans ce que j'ai compris plus tard comme le moment qui a brisé le peu de sang-froid qu'il restait à Ethan, le tribunal a diffusé les images de la vidéosurveillance du bureau de mon père, récupérées d'un système de caméra dont Ethan lui-même ignorait l'existence, installé des années plus tôt après une alerte à l'effraction et largement oublié depuis.
Elle montrait une date, 11 mois avant la mort de mon père. Elle montrait Ethan assis en face de lui, penché en avant, sa voix audible, même à travers le minuscule microphone intégré, disant des mots qui n'avaient besoin d'aucune interprétation de la part d'un avocat dans cette pièce. Tu dois arranger ça avant qu'il ne soit trop tard, papa. Avant qu'elle te convainque de faire quelque chose que tu regretteras. La réponse de mon père, calme mais claire, a traversé la salle d'audience comme quelque chose de physique. La seule personne qui essaie de me convaincre de quoi que ce soit, mon fils, c'est toi, ici et maintenant, dans cette pièce. J'ai regardé le visage d'Ethan pendant que cet enregistrement passait. J'ai regardé la main de Carole retrouver son bras, et cette fois, il ne l'a pas repoussée. J'ai vu quelque chose en lui s'effondrer enfin, visiblement. Pas en remords. Pas encore. Mais dans l'épuisement particulier d'un homme qui n'a plus de nouveaux mensonges à raconter. Le juge n'a pas mis longtemps à statuer. Le testament est resté inchangé et incontesté. Le tribunal a conclu, dans un langage dont je me souviens encore presque mot pour mot, que les preuves démontraient de manière accablante la pleine compétence mentale et l'intention claire et délibérée de William Bailey, et que le plaignant avait, par sa propre conduite et celle de ses agents, tenté de frauder le tribunal par des preuves fabriquées et des témoignages subornés. Le juge a renvoyé l'affaire au bureau du procureur de district pour une enquête plus approfondie. Ethan ne m'a pas regardé pendant la lecture du jugement. Il fixait un poing sur le mur derrière le siège du juge, la mâchoire serrée, les mains à plat sur la table devant lui. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'ai ressenti autre chose que de la distance en le regardant. J'ai eu pitié de lui. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais assez pour comprendre qu'il avait passé sa vie à courir après une version de l'amour de notre père qui ne lui avait jamais été réellement refusée, seulement offerte différemment de ce qu'il avait voulu, et il avait tout réduit en cendres, en essayant de la forcer à prendre une forme qu'elle n'allait jamais prendre. Les marches du palais de justice étaient encore humides d'une pluie matinale quand je suis sortie cet après-midi-là, et Richard m'attendait en bas, les mains dans les poches de son manteau, l'air pluvieux, d'une certaine manière, que dans la salle d'audience, comme si le poids qu'il portait depuis des années s'était enfin installé sur ses épaules, maintenant qu'il pouvait le poser. « J'ai attendu longtemps pour dire cela correctement », a-t-il dit. Sa voix n'était plus celle de la salle d'audience, mesurée et tranchante. Elle était plus calme, plus rauque sur les bords. « J'ai attendu des années pour vous remercier. Je lui ai dit qu'il ne me devait rien. Je le pensais. Ce que j'ai fait ce jour-là, à l'étranger, n'était pas une transaction. Ce n'était pas quelque chose pour lequel je m'attendais à être récompensé. Et là, debout sur ces marches mouillées, je me suis sentie presque gênée par l'intensité de sa gratitude. De la même manière qu'on est gêné quand quelqu'un insiste pour vous remercier pour quelque chose qui semblait, sur le moment, être la seule chose décente qu'une personne puisse faire. Mais il a secoué la tête et il m'a parlé d'Emily, 31 ans maintenant, mariée, 2 enfants, vivant près de Columbus, travaillant comme infirmière pédiatrique. Une carrière qu'elle lui avait dit plus d'une fois avoir choisie à cause de ce qui s'était passé ce jour-là, parce que survivre lui avait appris quelque chose sur la fragilité et les secondes chances, qu'elle voulait passer sa vie à honorer. Il m'a montré une photo sur son téléphone. Une petite fille avec le même menton têtu qu'Emily. Et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu d'une manière inattendue. Un nœud que je n'avais pas pleinement réalisé que je portais depuis que j'avais quitté ce convoi des années auparavant, sans jamais savoir ce qu'était devenue la femme que j'avais tirée en lieu sûr. Si vous n'étiez pas retourné, a-t-il dit, puis il s'est arrêté, parce que certaines phrases n'ont pas besoin d'être terminées, et nous le savions tous les deux. Nous ne sommes pas restés longtemps sur ces marches. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire qui n'aurait pas dévalorisé ce qui avait déjà été dit. Et Richard, malgré toute son éloquence au tribunal, semblait comprendre cela mieux que la plupart des gens. Il m'a serré la main, m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, et s'est éloigné vers une voiture qui attendait au bord du trottoir. Un homme portant quelque chose de plus léger qu'il ne l'avait porté depuis des années. Ethan a été inculpé 3 semaines plus tard. Fraude, falsification de preuves, subornation de témoins. Le bureau du procureur de district a agi plus vite que je ne l'attendais, plus vite que le nouvel avocat d'Ethan ne semblait y être préparé. Je n'en ai pas tiré de plaisir, comme j'aurais pu le penser.
J'avais passé tellement de mois à me préparer pour un combat. Que lorsque le combat s'est finalement terminé, ce que j'ai ressenti n'était pas de la victoire, mais plutôt une sorte de quiétude. Le calme qui vient après un long déploiement, quand votre corps comprend enfin qu'il a le droit de se reposer. Je suis retournée à la ferme le week-end suivant, seule, pour la première fois depuis les funérailles. La maison était exactement comme mon père l'avait laissée. Ses lunettes de lecture toujours sur la table d'appoint, une tasse de café encore dans l'égouttoir, le silence particulier d'une maison qui n'a pas encore appris à être vide. J'ai traversé chaque pièce lentement, touchant des choses que je n'avais pas touchées depuis que j'étais une fille. Et dans le bureau, rangé dans le tiroir de son bureau, exactement là où M. Foster m'avait dit qu'elle serait, j'ai trouvé la lettre. Elle n'était pas longue. Mon père n'a jamais été un homme de beaucoup de mots, ni sur le papier, ni à voix haute. Et la lettre ressemblait plus à quelque chose dit tranquillement autour d'une table de cuisine qu'à quelque chose composé pour la postérité. Paige, je sais ce qu'on dira à propos du testament. Je sais ce que ton frère dira, et je sais qu'une partie de cela te fera mal, parce que c'est ce que fait la famille, même quand elle ne le veut pas. Je veux que tu saches que j'ai réfléchi à cela pendant longtemps, plus longtemps que quiconque ne le réalise. Je t'ai vu porter plus que tu ne l'as jamais laissé paraître, pendant plus longtemps que tu n'aurais dû. Et je n'ai jamais trouvé la bonne façon de te dire que je l'avais vu. C'est la seule façon que je connaissais. Les gens se souviendront de ce que je t'ai laissé. J'espère qu'un jour, ils comprendront pourquoi. Avec tout mon amour, papa. Je suis restée assise avec cette lettre pendant un long moment, dans la lumière déclinante de l'après-midi. La ferme, silencieuse autour de moi, de ce silence qu'on ne trouve que dans les endroits qui appartiennent à la même famille depuis des générations, où le silence lui-même semble porter la forme de tous ceux qui y ont vécu. J'ai pensé à la fille de 13 ans qui s'était tenue dans l'embrasure d'une porte, se sentant comme une étrangère dans sa propre maison. J'ai pensé à chaque déploiement, chaque lettre envoyée et restée sans réponse, chaque dollar viré à la maison sans explication, parce que l'explication n'avait jamais été le but. J'ai pensé à un homme que j'avais tiré sous les tirs à l'autre bout du monde, à la fille qu'il avait élevée, et au fil étrange et improbable qui avait tout relié à cette ferme. Ce bureau. Cette lettre. Je ne sais pas si Ethan comprendra un jour ce que notre père essayait de lui dire dans sa propre lettre. Celle scellée en privé. Celle que je n'ai jamais demandé à lire et que je ne lirai jamais. Certaines choses ne me regardent pas. Mais je sais ce que je comprends maintenant. Assise dans ce bureau, avec la dernière lumière entrant par la fenêtre comme elle le faisait quand j'étais assez jeune pour croire encore que chaque pièce de cette maison m'appartenait. Je comprends que l'héritage n'a jamais vraiment été une question de ferme, d'argent ou de fonds de charité. Il s'agissait d'être vu. Mon père m'a vu, enfin, complètement, même si cela lui a pris la majeure partie d'une vie pour trouver les mots. Et quoique cette année m'écoutait, les gros titres, les accusations, le frère que je ne retrouverai peut-être jamais entièrement, je suis sortie de cette maison, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, en ressentant exactement ce que mon père a dû ressentir. Chaque jour où il s'asseyait à ce bureau, s'assurant tranquillement que je sache, dans le seul langage qu'il lui restait, que j'étais aimée.